Dans le cadre du One Forest Summit, nous parlons de recherche scientifique, des besoins de cette recherche, des financements de cette recherche, mais également des avancées qu'elle procure pour le bassin du Congo. Et nous sommes avec professeur Alfred Gomonda, commissaire général du CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique et du développement technologique au Gabon. Professeur, merci d'accepter de répondre aux questions de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Pour commencer, peut-être nous dire quels étaient les objectifs de cette réunion qui s'est tenue en prélude au One Forest Summit. Bon, nous sommes en train d'organiser aujourd'hui et demain un atelier scientifique qui regroupe les experts sur les sciences du climat à l'échelle mondiale pour faire un point sur les connaissances que nous avons sur les forêts du bassin du Congo. Donc, oui. C'est la première initiative qui est de mettre en place un panel de scientifiques pour comprendre comment les forêts du bassin du Congo fonctionnent et évoluent jusqu'à présent. Et ensuite, une deuxième initiative pour développer un programme à très long terme pour former les futurs chercheurs de cette sous-région-là sur des questions scientifiques assez pointues, pour nous fournir toujours des informations qui permettent ensuite d'être utilisées par les décideurs politiques pour mettre en place les meilleures pratiques de gestion forestière en Afrique centrale et dans le bassin du Congo. Alors vous parlez d'un programme de recherche qui va mettre en collaboration plusieurs scientifiques. Comment ce programme va-t-il fonctionner? Est-ce que ce sera à travers des réunions ponctuelles ou est-ce que chacun va travailler dans son état et vous allez regrouper après? En fait, c'est un nouveau réseau qui se met en place. D'accord. Il faut dire que jusqu'à présent en Afrique centrale, le fonctionnement de la recherche a toujours été un peu segmenté en fonction des partenariats qu'on avait individuellement, institutionnellement. Et certes, même si on a eu des résultats assez intéressants, cela n'a pas permis d'avoir une contribution extrêmement importante comparativement au bassin de l'Amazonie Oui. pour développer des informations suffisantes pour mieux gérer les forêts du bassin du Congo. Je vais vous prendre un exemple. Le groupe intergouvernemental sur le changement climatique, qui est le groupe de l'ONU, les experts de l'ONU chargés d'évaluer les connaissances scientifiques et de proposer des solutions aux États sur les questions de réchauffement climatique, montrent que les données sur les sciences du climat en Afrique centrale ne sont pas suffisantes pour avoir une meilleure prédiction de ce que va être les forêts du bassin du Congo, des forêts ou les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale dans les prochaines années. Mais cette insuffisance des données est liée au fait qu'il n'y a pas assez de recherche qui a été menée dans cette région. Une grande partie des données qui ont été collectées viennent souvent des chercheurs qui viennent des autres pays, en fait, surtout les pays effectivement, européens. On a vu avec l'IRD. Tout à fait, qui mobilise énormément de chercheurs pour travailler sur nos forêts. Et nous, en Afrique centrale, nos centres de recherche, nos instituts de recherche n'ont pas toujours la même ressource pour pouvoir faire un travail de fond comme le font les autres pays. Donc nous avons décidé. Et justement, sur cette question, oui, vous avez décidé, parce que j'allais en venir à la question de fonds, de financement. Vous avez décidé? Justement, pour résoudre ce problème, nous avons pensé qu'il fallait fédérer tout le monde autour d'une seule initiative et solliciter les bailleurs de fonds des ressources qui permettent non seulement d'augmenter notre connaissance, notre compréhension sur le fonctionnement des forêts du bassin du Congo, mais aussi de former des jeunes qui vont être les futurs leaders sur ces questions. Quand vous allez dans des négociations internationales, que ce soit sur la biodiversité ou sur le changement climatique, les Brésiliens, les chercheurs du Brésil sont extrêmement pointus. Et justement, dans le cadre de ce réseau, est-ce que c'est aussi l'occasion de créer un trait d'union peut-être entre les chercheurs du bassin du Congo et ceux de l'Amazonie? Ce que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui, les chercheurs du bassin amazonien l'ont fait depuis 1998. Ça leur a permis d'augmenter énormément leurs ressources humaines en termes de compétences scientifiques qui permettent aujourd'hui à ces chercheurs-là de défendre les intérêts du bassin amazonien dans les négociations internationales. Et nous voulons refaire la même chose. Et c'est pourquoi nous les avons invités à venir partager leur expérience avec nous, pour qu'on comprenne comment ils ont réussi à monter ce groupe de travail-là, quelles ont été les idées fondateurs sur lesquelles ils ont travaillé depuis plus
De 20 ans. de 20 ans et Ouais. comment ils se projettent dans l'avenir. Mhm. Et donc, pour nous, ça va être un modèle qu'on souhaite, on va dire, imiter, mais en gardant les spécificités, Contextualiser en aussi. contextualisant les questions propres au bassin du Congo. Alors, professeur, on parlait déjà de cette question de financement. On a le One Forest Summit qui va se tenir à Libreville au Gabon. Est-ce que vous avez, vous, les chercheurs, les arguments nécessaires par rapport à ces assises de Libreville pour convaincre les bailleurs d'accompagner la recherche scientifique dans ce bassin? Vous savez, en matière de climat, en matière de gouvernance forestière, rien ne peut se faire si on n'a pas de données scientifiques. Mais est-ce que ce ne sera pas un sommet de plus, puisque nous nous battons pour cette question du financement depuis Copenhague là-bas, et nous en sommes encore aujourd'hui? Ou est-ce que ce sera le sommet pour la recherche scientifique? Vous savez, le fait que ce sommet se tienne pour la première fois dans le bassin du Congo est une reconnaissance que les forêts du bassin du Congo vont jouer un rôle décisif dans la question climatique. Oui. On dit de plus en plus que les forêts du bassin du Congo, c'est la solution. Pourquoi c'est la solution? Parce que dans ces forêts, nos arbres stockent 40 milliards de tonnes de CO2. C'est énorme. Et chaque année, un pays comme le Gabon, les forêts du Gabon, c'est 100 millions de tonnes de CO2 par an qu'elles emmagasinent. Donc, elles vont apporter une contribution décisive dans la régulation du climat à l'échelle globale. Mais pour mieux comprendre cela, pour mieux comprendre la place que ces forêts vont avoir, il faut financer la recherche. Et vous remarquerez que dans la première journée du One Forest Summit, il y a tout un pilier qui va être consacré à la science, sur l'état de la science aujourd'hui, sur l'état des connaissances et sur le développement d'une plateforme collaborative qui va fédérer tous les chercheurs du monde entier qui veulent bien travailler sur les forêts tropicales. Donc, nous sommes confiants que, enfin, les décideurs ont compris qu'il y a nécessité de renforcer la recherche scientifique dans cette région-là pour non seulement augmenter nos connaissances qui servent ensuite à élaborer des vraies politiques de gestion durable, mais aussi à former les jeunes de ces pays-là sur ces questions-là. Parce qu'il le faut. Voilà, parce qu'il n'y a que les citoyens du bassin du Congo qui peuvent expliquer à d'autres citoyens du bassin du Congo quelle est l'importance de leurs forêts et quelle est la meilleure façon de les gérer, parce qu'ils se comprennent. On vit dans cette région et tout le monde a envie de bénéficier entièrement des ressources qui seront générées par cette gestion à long terme des forêts. Donc, les former, ça va permettre non seulement de fournir aux politiques qui prennent des décisions des informations utiles pour qu'ils prennent de bonnes décisions, mais également de faire de l'éducation environnementale pour les citoyens, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est cette question de réchauffement climatique, quel va être l'impact de ces changements si ces changements deviennent forts dans les prochaines années sur leur vie au quotidien. Donc, on aura l'occasion de revenir sur l'impact de ces changements climatiques dans le bassin du Congo. Mais vous avez parlé, professeur, de séquestration de carbone. C'est énorme pour la forêt du bassin du Congo. Est-ce que finalement, les crédits carbone, puisqu'on en parle un peu plus ces derniers temps, ne pourraient pas être une piste pour le financement de la recherche scientifique? Bien sûr, mais vous savez, le crédit carbone, le marché carbone n'est pas encore très élaboré actuellement. Il y a encore des discussions sur la faisabilité, mais nous croyons que cela va, dans les prochaines années, être une source de financement, non seulement pour la recherche, mais pour les États du bassin des États du bassin du Congo qui gèrent au mieux leurs ressources forestières. Pour nous, c'est l'avenir de ces forêts qui joue un rôle important, qui contribue vraiment à réguler le climat de la planète, qui doivent être récompensés par des crédits carbone liés aux efforts de séquestration que leurs arbres font et aux efforts de gestion durable que nous faisons. Donc c'est vraiment une source de financement qui va être innovante, qui n'est pas à négliger et qui pourrait venir soutenir les efforts des chercheurs en la matière. Mais il faut aussi que les États prennent leurs responsabilités, les États du bassin du Congo prennent leurs responsabilités en soutenant le secteur recherche scientifique dans les différents pays. Le Gabon le fait déjà, parce qu'au cours des 20 dernières années, on a considérablement augmenté le nombre de chercheurs et qu'on continue toujours à le faire. On a actuellement des infrastructures
qui doivent être encore améliorées, mais des infrastructures qui existent quand même pour faire le suivi à long terme des forêts et qui ont besoin d'être soutenues à tous les égards pour qu'ils continuent à fournir des informations utiles à la gestion durable de nos écosystèmes. Des efforts du Gabon, professeur, qui ont d'ailleurs bien été récompensés par la Norvège déjà. Et il faudrait peut-être que d'autres États ou d'autres organismes internationaux, d'autres bailleurs de fonds puissent emboîter le pas. C'est tout à fait ce que nous attendons de cette réunion One Forest Summit qui va avoir lieu à partir du 1er et du 2 mars. Nous croyons fermement que les États du Nord et tous les bailleurs sont bien conscients que la question du climat ne peut pas être réglée sans l'Afrique, sans les forêts du bassin du Congo, on considère aujourd'hui que c'est une vraie solution parce que nous sommes actuellement le seul bassin qui n'émet pas du tout du CO2 dans l'atmosphère, qui a des stocks, des émissions nettes positives. C'est-à-dire le plus positif. Voilà, c'est-à-dire que nous absorbons plus que nous n'émettons de gaz carbonique, ce qui est différent de ce qui se passe aujourd'hui dans le bassin amazonien. En Amazonie, où la avec déforestation et les feux de forêt font que ce bassin est devenu un émetteur de gaz à effet de serre, un puits de gaz à effet de serre. Donc cette contribution doit être mieux valorisée par les bailleurs qui doivent soutenir les États pour que ces États continuent à conserver dans les meilleures conditions leurs forêts forestiers. Alors, dans les efforts que fait le Gabon pour la préservation de ces forêts, il y a également la mise en place de plusieurs stations dans certains parcs nationaux, stations de recherche. On a par exemple la station à la Lopé. Comment ces stations-là contribuent-elles à la préservation des forêts, puisqu'on parle parfois de stations de gorilles, de chimpanzés. Comment elles arrivent à contribuer à l'effort qui est fait par le pays? Écoutez, les stations de recherche, ce sont des sites d'observation à long terme de la biodiversité de façon globale, aussi bien des plantes que des animaux. Elles nous permettent de nous comprendre de comment les forêts fonctionnent, comment elles réagissent aux différentes pressions qu'elles subissent, que ce soit des pressions anthropiques ou voire même les pressions liées au changement climatique. Et elles ont apporté au cours des 30 dernières années des contributions significatives pour la connaissance en fait, du fonctionnement des forêts du bassin du Congo. Une partie des politiques publiques qui ont été mises en place en termes d'aménagement forestier ont été développées à partir des connaissances générées par les études faites dans ces stations de recherche. Dans le cas, par exemple, de la station de la Lopé, on sait aujourd'hui, à partir des données de suivi de la phénologie des plantes, c'est-à-dire de la production des fruits, de la production des fleurs, de la production des feuilles, que le réchauffement climatique a réduit de façon considérable la productivité des forêts. Je vais donner un exemple sur la production, par exemple, des fruits. Et vous savez qu'une grande partie des animaux de nos forêts sont des frugivores, c'est-à-dire qu'ils ne consomment que les fruits. Les éléphants, par exemple. Notamment l'éléphant, est un grand consommateur de fruits forestiers. Et on sait que s'il y a une baisse considérable des fruits dans la forêt, eh bien, les éléphants, il faut qu'ils trouvent un endroit où s'alimenter. Et ils viennent s'alimenter derrière nos maisons. Donc, ce qui pourrait, par exemple, expliquer le pourquoi conflit aujourd'hui on a un conflit entre les hommes et les éléphants. Et donc, sans ces connaissances, on aurait du mal à bien planifier la gestion des populations d'éléphants au niveau national et à comprendre pourquoi on a ce phénomène-là aujourd'hui. Et il nous faut, à l'avenir, multiplier de tels exemples, multiplier de telles stations sur tous les types de forêts qu'on a. On a déjà une station à Ipassa, dans le Gouévindo, qui va être focalisée sur l'étude des forêts du nord-est du Gabon. On a la station de la Lopé, qui va vraiment continue toujours à être focalisée sur les études, sur les forêts du centre du Gabon. On a une station à Moukalaba-Doudou. Et qui est un peu mieux outillée quand même que les autres stations. Tout à fait. Et le modèle de la station de la Lopé va être dupliqué à l'échelle nationale. On a un programme à long terme pour le faire. On a eu des appuis de la part de CAFI, du programme CAFI, qui a accepté de soutenir. Mais nous, ce que nous regrettons un peu, c'est que c'est des financements à court terme qui vont durer 5 ans. Et si dans 5 ans, on n'a pas de ressources additionnelles, tenir la cadence va être très difficile. Donc c'est pourquoi on a lancé cet appel pour construire ce groupe de recherche sur les sciences du climat qui va nous permettre sur 10 ans, sur 20 ans d'avoir suffisamment de ressources pour continuer à collecter les informations de façon continue et avoir une idée
de la façon dont les écosystèmes vont évoluer sur des très longues périodes. On parle de l'évolution des écosystèmes, mais j'ai pu observer, j'ai fait un tour à la Lopé, là-bas, comment la forêt cohabite avec la savane. Par moment, on m'a expliqué, la forêt peut gagner du terrain sur la savane, par moment, c'est le contraire. Alors, est-ce que ce phénomène-là explique également les changements climatiques? Bon, vous savez, pour vous donner un exemple, les forêts d'Afrique centrale n'ont pas toujours été celles qu'elles sont aujourd'hui. D'accord. Il y a 3000 ans, cette région a connu des énormes bouleversements, un énorme bouleversement climatique qui a dégradé les forêts, et les forêts, une grande partie du couvert a été remplacée par des savanes. Une partie des savanes de la Lopé est la résultante de cet événement-là. Je voudrais ajouter que cet événement a permis à ce que nous, les Bantous, nous coloniseurs d'Afrique centrale, parce que nos ancêtres vivaient au sud-est du Nigeria, c'était des agriculteurs qui vivaient dans les savanes, et dès que la forêt s'est ouverte, ils ont pu traverser cette forêt pour coloniser toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique australe, voire jusqu'en Afrique de l'Est. Donc, les forêts et les savanes sont des systèmes qui réagissent en fonction des pressions qu'elles subissent. Si vous brûlez une savane chaque année, vous n'aurez jamais un arbre qui va pousser en savane. Si vous ne brûlez pas la savane chaque année, vous verrez que des espèces, par exemple le koumé, par exemple l'azobé, il va envoyer des graines à l'intérieur de la savane et il va faire des jeunes pousses qui vont donner des nouveaux arbres. Et à long terme, sur des centaines d'années, cette savane risque d'être complètement colonisée par la forêt et être refermée complètement. Donc, on sait que la diversité des écosystèmes dans cette région-là, le bassin du Congo, dépend aussi de ces variations passées qui ont eu lieu et qui font que on a la forêt que nous avons aujourd'hui. Donc les savanes et les forêts, c'est un mouvement perpétuel en fonction des pressions qu'on exerce sur l'une ou l'autre. Qui peuvent être les pressions qui peuvent être anthropiques, qui peuvent également être climatiques. Alors on a eu récemment, professeur, vous n'êtes pas sans ignorer, les grandes crues du côté de Lambaréné. Est-ce que ce phénomène d'inondation-là était également un phénomène climatique? Bon, oui, d'une certaine façon, on peut dire que c'est un phénomène climatique. Le climat se mesure sur des dizaines d'années. D'accord. La météo se mesure de façon, on va dire, journalière. Et on a toujours tendance à confondre. Voilà, entre la météo et le climat. Les événements comme ceux qu'on a vécu à Lambaréné il n'y a pas longtemps sont des événements extrêmes qui apparaissent en général tous les 10 ans, tous les 20 ans. Qu'est-ce qui explique ce cycle-là? C'est la contrainte du système climatique en fait. Vous allez avoir ce que nous on appelle une variabilité interannuelle du climat. Vous pouvez avoir une année qui est plus humide, une année qui est plus sèche, qui est suivie d'une année plus sèche, ou deux années plus humides. Mais ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. Ça peut avoir un lien avec les changements climatiques si les événements se répètent trop. C'est-à-dire que la crue qu'on a connue en 2022, c'est une crue exceptionnelle. Elle n'apparaîtrait que tous les 10 ans. Mais si elle apparaît maintenant tous les 2 ans, tous les 3 ans ou tous les 5 ans, là on commence à imaginer. Mais quand même, est-ce que le scénariste se penche sur la question? Bien sûr, nous nous penchons sur la question, mais vous savez, on a des collègues hydrologues qui travaillent sur ça. On a nos partenaires qu'on a développés qui nous permettent d'avoir des informations qui permettent de travailler dessus. Le seul problème que je pourrais souligner, c'est le manque d'équipement qui permet de surveiller tous les rivières qui sont connectées au bassin de l'Ogooué, en fait. Parce qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, lorsque l'IRD était l'institution qui était chargée de mener des recherches au Gabon, ils avaient tout l'appareillage nécessaire pour pouvoir suivre l'évolution des crues des grands fleuves du Gabon. Mais peut-être que la coopération également que vous devez tisser avec les autres instituts, c'est vers ça que nous voulons y aller. N'est pas que financière, on a eu pendant près de 30 ans, jusque dans les années 90, quasiment chaque année des informations sur l'évolution des débits des grandes rivières. Et lorsque cette partenariat s'est achevé, l'État n'a pas contribué de façon significative pour maintenir les équipements en place pour que ces équipements continuent à collecter les informations. Et ce gap-là est lié aussi à la situation économique de notre pays. Et nous pensons que c'est à ce niveau-là que les bailleurs doivent déjà agir. En se disant, si on met en place des équipements, si un État finance des équipements, c'est aux bailleurs de trouver des ressources pour que ces équipements soient
soit pérennisé sur de très long terme, qu'on ait Effectivement. toute Pour que l'information l'accompagnement soit continu. continue pour continuer à collecter des informations qui permettent de mieux comprendre comment le système évolue. Parce que quand on fonctionne sur des projets de 2-3 ans, ce n'est pas assez pour comprendre à long terme comment un système a évolué. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu construire ce groupe de recherche sur les sciences du climat dans le bassin du Congo que nous espérons va obtenir des financements pour faire des études à long terme au niveau du One Forest Summit. Peut-être également que ce réseau pourrait aussi permettre qu'un phénomène qui se passe comme celui des inondations à Lambaréné, qui s'est peut-être déjà produit au Cameroun ou au Congo, vous puissiez tirer les leçons de comment ils avaient pu réagir par rapport à un tel phénomène. Vous savez, le bassin du Congo, ce n'est pas simplement le fleuve Congo, c'est aussi le fleuve Ogoué, c'est aussi le fleuve Sanaga au Cameroun, la Sanga en RCA. En RCA, à la frontière RCA Congo-Cameroun. Et suivre l'évolution de ces différents bassins hydrologiques nous donne une image de l'évolution du climat à l'échelle de la région. En fait. Oui. Donc on peut avoir des informations qui proviennent du bassin du fleuve Congo, qui permettent de savoir comment les forêts réagissent aux variations climatiques et comment nos forêts ici, dans le bassin de l'Ogoué, ont pu réagir à les événements passés. Mais à long terme, notre objectif, c'est de faire en sorte que dans ces différents bassins, nous aurions des stations d'observation qui mesurent de la même manière ces informations de façon continue pour que nous puissions faire en fait des comparaisons inter-bassins pour pouvoir avoir une idée de la façon dont le bassin du Congo, de façon générale, évolue face au réchauffement climatique et aux autres pressions qu'il subit aujourd'hui. Alors, professeur Gomanda, entre autres attentes de ce One Forest Summit, il y a également que le Gabon, on le sait, leader sur les questions de préservation de l'environnement avec le leadership affirmé du président de la République, Ali Bongo Ondimba, mais qu'il n'est pas forcément ou toujours suivi des autres pays du bassin du Congo. Comment on fait pour tirer les autres dans cette locomotive que nous avons déjà au niveau du Gabon? Les autres forêts, les autres gouvernements des États du bassin commencent à suivre la cadence. Mais peut-être qu'il faut accélérer la cadence. Il faut l'accélérer, c'est vrai. Ils ont compris toute l'utilité de la politique mise en place par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ici, pour la préservation et la gestion durable de nos forêts, parce que ça nous donne aujourd'hui un peu plus de bénéfices économiques. Il ne faut pas regarder simplement la gestion durable quelque chose qu'on a mis en cloche nos forêts, mais non, c'est une gestion qui a pour objectif d'augmenter la croissance de notre économie. Et tous les autres pays commencent à comprendre que c'est nécessaire, s'ils veulent avoir plus de ressources, il faut qu'ils passent par les mêmes processus que le Gabon a mis en place il y a déjà plus de 20 ans. Donc, pour moi, il n'y a plus de réticence. Ils comprennent maintenant le message de la nécessité de gérer au mieux nos ressources forestières, parce que mieux les gérer, c'est plus de ressources économiques, plus de croissance et donc plus de bien-être pour les populations de toute la sous-région. La sous-région, en fait. Le Gabon qui sera sous les feux des projecteurs lors de ce One Forest Summit. Comment attirer davantage d'investissements pour la recherche scientifique? Comment permettre au Gabon de tirer davantage profit de ce sommet? Écoutez, je pense que le Gabon a fait des efforts considérables pour soutenir la préservation de la biodiversité et la régulation du climat à l'échelle globale. Je pense que c'est une contribution forte pour l'humanité que notre pays a fait. Et c'est normal que les autres pays soutiennent cet effort-là et mettre en place des mécanismes qui permettent d'amplifier ces efforts. Et la recherche scientifique doit être là pour fournir les informations, pour fournir les données de qualité, pour pouvoir continuer à élaborer les meilleures pratiques de gestion, prendre les meilleures décisions sur la gestion des ressources forestières. Et donc, c'est tout à fait normal que ce secteur puisse bénéficier des efforts financiers conséquents pour pouvoir continuer à fournir cette plus-value. Cette plus-value
pour Oui, la gestion pour de la nos gestion écosystèmes des forestiers. écosystèmes. On a parlé de besoin de la recherche scientifique, de financement de la recherche scientifique, de financement innovant d'ailleurs avec les crédits carbone. Est-ce qu'on a oublié une problématique que vous souhaiteriez évoquer ici, professeur? Je voudrais simplement attirer l'attention sur la formation des cadres. C'est important. Il n'y a pas de la meilleure ressource du monde, c'est les hommes. Et nous devons former les jeunes d'Afrique centrale à bien comprendre ce que c'est ces questions sur la gouvernance forestière, sur les questions de réchauffement climatique et intéresser les jeunes à faire la science. Parce que c'est la science qui permet de nous informer, qui nous donne des informations utiles pour mieux améliorer déjà mieux comprendre notre environnement et mettre en place les meilleures politiques possibles de gestion durable des forêts. Donc, vraiment, notre action va être focalisée sur la formation des chercheurs de la sous-région dans les prochaines années. Professeur Alfred Gomanda, merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et du développement technologique Sénarès, c'est au Gabon. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. À très vite sur Gabon 24.